Alors bonjour Loïc Ledréau, vous êtes directeur général des opérations de Paris pour l'assureur FM Global. Et vous allez nous parler des challenges qui attendent aujourd'hui et les responsables des risques et des assurances, et les dirigeants d'entreprise, et probablement les assureurs. Alors, pourquoi est-il plus compliqué de s'assurer aujourd'hui que par le passé? Bonjour. Aujourd'hui, on est dans un marché qu'on appelle dur. Vous m'entendez bien là? Il faut coller votre micro sous votre menton et ça marchera très bien. Voilà, ça marche. Aujourd'hui, on est dans un marché qu'on appelle dur, c'est-à-dire qu'il y a moins de capacités disponibles sur le marché et donc les primes c'est plus difficile pour les entreprises et les risk managers de trouver des couvertures. Et pour comprendre pourquoi on est dans cette situation, je pense que c'est intéressant de faire un petit peu d'historique. Il faut remonter à 2001 en fait et aux attentats du 11 septembre. C'est la dernière fois où on était dans une situation de marché dur après 2001, après les attentats du mois de septembre. Il y a plus de capacité disponible sur le marché et les assureurs qui restaient ont tarifé les risques au niveau qu'ils pensaient qui était nécessaire pour supporter les risques qu'ils avaient apportés. Et cette situation a duré jusqu'en 2003-2004, le temps que les assureurs se reconstruisent, remettent de la capacité sur le marché. Et de 2004 à 2018, en gros, on a été dans un marché on va appeler concurrentiel, et où les primes, les taux d'assurance étaient challengés tous les ans, et donc on a eu une baisse régulière des taux. Si on essaie de chiffrer, on a vu les primes tomber dans quelle proportion hallucinante? Sur cette période, c'est à peu près 50%. Les primes ont été divisées par deux, les taux ont été divisés par deux sur une quinzaine d'années. Maintenant, tout le monde était assez content de la situation. On est dans une économie qui marchait de façon assez dynamique, ce qui veut dire qu'il y avait des investissements, il y avait plus de production, il y avait beaucoup plus de demandes, donc les valeurs assurées augmentaient. Les taux diminuaient, ce qui fait que globalement les primes collectées étaient bonnes, les marchés financiers se portaient bien et globalement les assureurs arrivaient à avoir une relation équilibrée avec les assurés à travers les rendements financiers et ont oublié de regarder un petit peu les techniques de souscription et vraiment la base du métier. Quand une économie marche bien, comme pendant plus de 15 ans, les outils de production sont beaucoup sollicités, ce qui a entraîné aussi une augmentation de la sinistralité, de fréquence, et aussi en gravité, parce que les chaînes logistiques étaient très tendues, on se retrouvait avec moins de stocks de secours, et ce qui fait que quand il y avait un incident, un incendie, une casse, une inondation, l'impact de perte d'exploitation a augmenté progressivement au cours de cette période. Et le premier signal d'alarme, on va dire, c'est 2017, où on est arrivé à des taux d'assurance qui étaient très bas. Et enfin, techniquement, il n'y avait plus assez de primes collectées par rapport au risque apporté. Ce qui fait qu'on avait une relation très déséquilibrée. Et en 2017, il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles qui ont impacté des zones où il y avait beaucoup de valeurs assurées. Et donc là, les assureurs se sont dit, oh là, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas terrible. Mais l'économie était encore assez bonne, les rendements financiers étaient encore assez bons, ce qui fait que globalement, tout le monde s'en est à peu près sorti. Et puis ça s'est reproduit en 2018. Et 2018, l'économie avait vraiment commencé à ralentir et les produits financiers étaient plus bons. Donc là, les assureurs se sont dit, oh là, il faut que l'on revienne à une souscription beaucoup plus technique et que l'on qu'on arrive à avoir une relation équilibrée avec les assurés, non pas sur les revenus financiers, mais sur la technique de la souscription. Et donc, c'est ce qu'on a appelé un marché discipliné. Donc ça s'est passé, c'est 2018, début 2019. Puis en 2019, la situation économique a continué un peu à se dégrader. Les produits financiers marchaient moins bien. Et donc 2019, la discipline est devenue une discipline un peu plus, on va dire, plus dure. Et vraiment, ça s'est catalysé après les renouvellements du 1er janvier 2020, où là on est devenu sur un marché dur, même avant la crise du Covid. Et quand la crise du Covid est arrivée, donc en mars 2020, en fait, le marché qui était discipliné dur est devenu un marché dur.
Et donc, parce que bon, Alors, concrètement, début 2020, avant la crise, on se retrouve avec des augmentations de primes qui étaient de quel ordre et quelles ont été les entreprises les plus touchées? Donc les ordres, c'est difficile c'est vraiment du cas par cas, mais ce qu'on voit en moyenne dans la presse, les taux d'augmentation moyens, c'est entre 10 et 30%. Les entreprises les plus touchées, ce sont les entreprises qui avaient en fait qui n'ont pas bien géré leurs risques entre guillemets, ou qui n'ont pas investi suffisamment dans la prévention avant la crise. Et ça, c'est sans doute, pour moi, on parlait déjà de leçons de la crise du Covid, et ces marchés durs, les risques qui sont moins attractifs sur le marché, parce qu'il y a des risques qui ne sont pas gérés, deviennent parfois presque très difficilement assurables, ou autrement assurables à des coûts qui ne sont pas forcément supportables pour l'entreprise. Si on se place du côté du risk manager, comment est-ce qu'il a vu cette évolution et quel est son, j'ai envie de dire, son terrain d'action? Pour le risk manager, c'est un terrain qui est particulièrement compliqué en ce moment, puisqu'il évolue dans un environnement où il y a peu de capacités. Donc ici, son risque, il doit le rendre attractif. Et nous, en tant qu'assureurs dommages, on est des très grands promoteurs de la prévention et des investissements pour rendre les risques plus attractifs. Mais aussi, il est dans un environnement où il y a beaucoup plus de risques et où les risques du Covid viennent s'entremêler aux risques déjà existants et aux nouveaux risques. Donc là, dans la table ronde précédente, on parlait du risque cyber. On voit depuis de nombreuses années le risque cyber monter en puissance. Mais si on regarde l'impact du Covid, et notamment le télétravail, on parlait du télétravail, le télétravail, ça veut dire beaucoup plus de communication et de connexion au réseau d'entreprise en dehors du cercle relativement protégé de l'entreprise. Et c'est des portes ouvertes, on va dire, aux cyberattaques. Et on voit depuis le début de la crise, donc depuis le mois de mars, une augmentation significative des attaques, des cyberattaques, notamment avec des portes d'entrée au niveau des collaborateurs qui sont en télétravail. On a aussi comme le télétravail aussi engendre aussi des risques. Il y a moins de collaborateurs présents sur les sites. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'yeux, il y a moins d'oreilles, il y a moins de nez, il y a moins de mains pour sentir et détecter les signaux faibles qui se passent sur l'entreprise, pour pouvoir intervenir rapidement avant qu'il y ait un incident. Donc ça met le télétravail à des incidences aussi sur les plans de reprise d'activité, sur les plans d'urgence, etc. Donc pour le risk manager, c'est vraiment un environnement très compliqué à gérer. Alors, quelles seraient vos recommandations pour à la fois réduire son risque et peut-être arriver à s'assurer moins difficilement? Je pense que la table ronde précédente a bien cerné ces problèmes. Pour moi, le point fondamental, c'est vraiment de renforcer la collaboration entre les risk managers et les directions générales, les COMEX. Le risk manager dans les entreprises a une position vraiment unique. Il a sur un pied, il a un contact intime et un contact très proche avec la direction de l'entreprise, ce qui fait qu'il a une vision, une compréhension très claire des objectifs stratégiques de l'entreprise. Il a aussi un pied très opérationnel sur les sites, et donc il comprend très bien les risques au niveau des sites. Et donc ça lui permet, il est dans cette position où il peut faire cette cartographie de risques, la remonter, prioriser, et donc donner l'information aux COMEX. Je vous interromps une seconde sur ce point-là parce qu'on a une question. Oui. C'est clair sur la présentation des risques au COMEX, mais quel est le rôle du conseil d'administration sur le sujet? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce qu'ils sont de plus en plus impliqués aujourd'hui? Ou est-ce que finalement vous voyez peu les administrateurs sur ces terrains? Moi, je vois assez peu les administrateurs. Je vois surtout les COMEX impliqués. Donc, je ne saurais pas répondre précisément à cette question. Par contre, oui, donc le risk manager communiquer de façon les risques et communiquer clairement aux COMEX quels sont les risques de l'entreprise qui peuvent empêcher l'entreprise d'atteindre ses objectifs stratégiques. C'est très important. C'est aussi important que le risk manager puisqu'il a aussi une vision très claire du marché,
il est sur le marché, il est en contact avec ses assureurs, avec les courtiers, avec ses collègues, d'informer le COMEX sur la situation du marché. Je pense qu'il serait important aussi pour les asset managers de faire une revue de toutes ces couvertures, de toutes ces polices. Pendant cette période de marché soft, il y avait des couvertures qu'on pouvait acquérir de façon assez facile, qui c'est peut-être des couvertures de confort. Est-ce qu'aujourd'hui elles sont nécessaires? C'est des questions qu'on peut se poser. À quel coût quel coût on est prêt à mettre pour d'optimiser, d'améliorer l'efficacité de ces couvertures. Voilà, et surtout, de mon point de vue, c'est ne pas mollir, ne pas ralentir sur la prévention pour rendre ce risque plus attractif et pouvoir négocier mieux avec son assureur. Alors, sur les couvertures, justement, tout à l'heure, Sophie nous expliquait les réflexions qu'il y avait sur le risque, sur la perte d'exploitation sans dommage. Alors, est-ce que vous avez suivi ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces pertes, de cette assurance perte d'exploitation sans dommage? Oui, je comprends très bien la nécessité. La difficulté des pertes d'exploitation sans dommage, il faut bien comprendre ce qu'on veut assurer. Moi, en tant qu'assureur, je sais assurer, je sais tarifer quand je comprends, quand je peux quantifier, quand je peux évaluer et je peux quantifier le risque que j'ai à couvrir. Donc ça, c'est pour moi la difficulté numéro 1 de la perte d'exploitation. Ça veut dire que les entreprises ne sont pas toujours claires dans leurs demandes, dans leurs besoins. Moi, c'est mon impression, c'est pas toujours clair. Maintenant, si je regarde spécifiquement par rapport à la police d'assurance FM Global, on a dans la police d'assurance des couvertures de PE sans dommage, notamment une couverture sur les maladies transmissibles. Donc, et c'est une couverture qui fonctionne et aujourd'hui nos clients ont des couvertures de PE sans dommage parce qu'ils sont infectés par le Covid. Alors il y a certaines conditions, mais c'est très clair. On a une clause qui s'applique dans certaines conditions si le virus est présent sur le site. Et ça existait déjà en fait, alors que on l'a assez peu vu, on en a assez peu parlé dans la crise. Elle existe dans notre police depuis 2016, donc c'est pas une clause nouvelle. Maintenant, donc, elle est très claire, elle est là. Nous, notre police, on a une police, c'est la même qu'on utilise partout dans le monde, donc ça garantit, le fait d'avoir cette définition de la police, ça garantit une certitude contractuelle. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que le marché de la réassurance ne supporte plus ce genre de couverture, et donc ce que l'on fait déjà, qu'on a commencé à faire sur les polices existantes et sur les nouvelles polices, c'est qu'on n'exclut pas cette couverture, mais on est obligé de réduire les garanties, les montants de couverture, de façon à pouvoir gérer ce risque de façon prudente, parce que le risque est énorme. Oui, il s'est révélé plus énorme qu'on le pensait, qu'on l'imaginait, il n'y a pas de doute. Alors, peut-être en conclusion, quel serait le conseil que vous pourriez donner aux dirigeants d'entreprise, aux responsables des risques qui nous écoutent, à court terme? Qu'est-ce qu'on peut faire dès cette semaine? Dès cette semaine C'est mon côté dynamique. Ouais. Non, je pense que c'est avoir cette vision globale des risques et aller... avoir cette vision globale, mettre en place des plans d'urgence et des plans de retour d'activité et surtout les tester. Pour moi, c'est très important. Je vois beaucoup de plans qui sont dans des beaux cahiers ou dans des balls, sur des tablettes, c'est très bien, mais qui ne sont pas testés. Et peut-être une anecdote qui s'applique spécifiquement à FM Global et à Paris. Il y a une dizaine d'années, on a décidé d'équiper tous les collaborateurs avec des laptops. Donc tout le monde, on est 250 à Paris, on a acheté 250 laptops et chacun a un laptop. Le but, pourquoi on avait acheté ça, c'était pour nous, en étant à la défense, on voyait le risque terroriste et l'impossibilité d'accès au bureau comme un risque important. Donc on s'est dit un jour, maintenant acheter les laptops, ça ne suffit pas. Faut acheter les laptops, mais faut que les gens les amènent chez eux. Après, une fois qu'ils les amènent chez eux, il faut qu'ils puissent se connecter chez eux. Alors après, il y a aussi une personne peut se connecter toute seule chez elle et le serveur peut très bien tenir. Mais qu'est-ce qui se passe quand 250 personnes se connectent en même temps et travaillent pendant pas 24 heures, mais 12 heures d'affilée en même temps sur le serveur? Est-ce que le serveur va tenir? Et
Ça, c'est des tests qu'on a fait régulièrement. Et ça nous a permis, alors ça paraît anecdotique, c'est à petite échelle, mais ça nous a permis de passer l'étape du Covid vraiment de façon, enfin le confinement de façon très souple et sans impacter le service qu'on doit donner à nos clients. Et d'ailleurs, vous êtes toujours en travail à domicile, vous me disiez ça tout à l'heure. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, puisque sinon, vos bureaux sont fermés depuis le mois de mars, c'est ça? Les bureaux sont fermés depuis le mois de mars. On ne va pas rouvrir avant le début de l'année, au plus tôt, parce qu'on ne sait pas comment la crise va se développer. Et ça marche bien, ça marche très bien. Alors, il y a des challenges aussi. Il faut gérer, pour les gens, c'est compliqué d'être isolés. Donc, il y a des challenges de management, il y a des challenges pour garder pour les gens, mais ça marche. Donc, moi, mon conseil, c'est avoir une vision vraiment globale des risques et puis mettre en place des plans d'activité et les tester. Et pas mollir sur la prévention pour rendre votre risque attractif. Merci beaucoup Loïc. Loïc Le Dréau, merci d'être venu jusqu'à nous.